Martin Luther King, quand il a dit « I have a dream ». Mais heureusement qu'il avait un rêve. Sinon, on n'aurait pas évolué. Est-ce qu'on est rendu à l'endroit où on veut parfaitement? Non. Peut-être qu'il reste encore du chemin. Mais au moins, I have a dream. J'ai un rêve. Et je suis en train de le réaliser. En rapprochant les policiers de la communauté, au sens large. Puis, sincèrement, l'argent, pas argent, j'aurais jamais renouvelé 8 ans. Parce que c'est pas un travail que j'ai. C'est un mode de vie de fou. Ouais. Je ne vis pas. Je travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce n'est pas pour l'argent. C'est parce que la ville m'a permis de continuer ma cause. Et je parle d'une cause. Parce que revenant à Martin Luther King, revenant à Mandela, à Gandhi, ces gens-là. Ces gens-là, puis je ne me compare pas à eux, je m'inspire d'eux. Ces gens-là, ils sont... Mandela a fait 28 ans de prison. Il n'a pas battu une personne, là. 28 ans de prison, il sort et il dit aux Blancs du pays, en apartheid, il rentre à l'hôtel de ville, à l'hôtel l'hôtel du gouvernement, il arrive avec son équipe toute des Noirs et les Blancs avaient préparé leur boîte pour quitter. Et il leur dit, vous allez où? Il dit, mais non, on s'en va, vous êtes le nouveau pouvoir. Vous restez. On va travailler tous ensemble, noirs et blancs. Ça, c'est mon inspiration. Quand je vois Mandela qui fait 28 ans de prison, je n'ai pas fait un jour de prison. Puis il fait ça. Donc, tantôt vous me parliez, puis je veux dire aux gens qui sont à l'écran, écoutez bien les mots que je vais vous dire. Pour arriver à faire en sorte qu'on fasse une différence de part et d'autre. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, on se trouve à Longueuil, au 699 Curé-Poirier-Ouest. C'est l'adresse du service de police de l'agglomération de Longueuil. La raison pour laquelle on est là, vous vous en doutez bien. Après la police de Québec, nous avons le privilège d'être reçus par le chef de police de Longueuil, un homme complètement atypique, un homme à la vision spéciale, un homme qui force le destin, un homme qui force le respect et qui impose sa vision. Une vision très acclamée. Et puis, ce que nous allons dire de chef Fadi Daguerre, c'est que c'est un homme qui est arrivé à Québec au Canada à 17 ans. Et il est devenu le chef de police de l'agglomération de Longueuil en 2017. Déjà, on est en 2022 et il a été reconduit jusqu'en 2029. C'est un homme d'origine libanaise qui est né en Côte d'Ivoire. Vous comprenez donc, c'est quelqu'un qui est issu de la communauté culturelle. Aujourd'hui, le chef Daguerre est le seul et unique chef de police de la communauté ici dans la province de Québec, le seul représentant bien sûr au niveau à ce poste-là, et nous allons sûrement parler avec lui. Attendez, on va parler avec une... Vous êtes... Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous pouvez vous placer juste là, s'il vous plaît? Oui. Oui, bonjour, ça va bien? Oui. Alors, on aimerait savoir, on est venu rencontrer chef Daguerre. Oui. Selon vous, qui il est? Et d'ailleurs, vous êtes qui? Oui, je suis Claudine Després, je suis capitaine responsable aux communications au service de police d'agglomération de Longueuil. Ah, capitaine Claudine Després. Oui. Alors, capitaine, dites-nous, selon vous, qui est, qu'est-ce que vous pensez du chef Daguerre? Bien, M. Daguerre, c'est un homme, premièrement, qui est visionnaire. Un visionnaire? Oui, c'est un visionnaire. Sa façon de voir la police, avec tout ce que j'ai pu connaître de lui jusqu'à maintenant, déjà, là, au départ, même avant d'être chef de police, il y avait déjà une vision du travail policier qui est, je dirais, je vous ai entendu tout à l'heure dire atypique, mais c'est... Spécial. C'est spécial, oui. Okay. C'est hors du commun. Hors du commun. Oui. OK. Et actuellement, dans toute l'équipe, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est certain que sa façon sa vision, ça vient parfois confronter je dirais pas la réalité, mais ce qu'on connaît déjà. Parfait. Donc, c'est vraiment de s'adapter dans tout ça pour être en mesure de venir appliquer sur le terrain tout ce qu'ils souhaitent faire comme, pour le monde policier. Donc, vraiment, là, nos policiers ont à comprendre sa vision, ont à l'adapter pour être en mesure de pouvoir la rendre accessible sur le terrain. Alors, j'imagine que tout à l'heure, il va nous dire vraiment
tout ce qui concerne sa vision en rapport avec la discrimination raciale. On va parler du racisme systémique, on va parler de l'actualité avec l'Ukraine, on va aussi parler sûrement de sa position en ce qui concerne bien sûr les violences policières. Bref, il y a beaucoup d'actualités qu'on aimerait aborder avec lui. Vous croyez qu'il va tout nous expliquer? Oui, habituellement, c'est un homme qui est très ouvert et il va sûrement le faire. Oui, oui. Alors, avec ma collègue Mive de Royal, Mive Grande Royal de Mive Group, on va pouvoir discuter. On va inviter nos éditeurs à aller rencontrer Chef Daguerre. Oui, tout à fait. Alors, venez avec nous, on va aller rencontrer Chef Daguerre. Alors voilà, chers auditeurs, de retour sur ce plateau en présence de celui dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit bien du chef de police de l'agglomération de Longueuil, Monsieur Fadi Daguerre, qui nous reçoit dans son bureau. Vous ne devinerez pas tout ce qui est là, je n'en parlerai pas tout de suite. Alors on va parler avec Monsieur Daguerre. Bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour. Bonjour ma chère Bive, ça va bien? Bonjour Prince, ça va bien, oui merci. Bonjour aussi à tous nos téléspectateurs et bonjour à notre chef qui nous accueille aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Alors chef Daguerre, aujourd'hui on est là pour plusieurs raisons. On veut comprendre un peu, non seulement votre cheminement, votre excellent cheminement, on veut comprendre aussi un tout petit peu comment vous avez pu traverser toutes les différentes situations que vous avez connues à travers bien sûr votre cheminement. Et on veut parler avec vous de l'actualité, une actualité brûlante, une actualité sérieuse. Vous êtes décrit comme un homme authentique et vrai et sincère. Alors on le saura tout à l'heure avec les auditeurs. Dans ma question introductive, j'aimerais savoir, chef Daguerre, avez-vous jamais avez eu un profilage racial? Avez-vous jamais fait état de profilage racial? Ou alors avez-vous jamais eu du racisme ou alors de la discrimination dans votre vie, ici au Canada? Victime. Oui, avez-vous jamais été victime de profilage racial? J'ai fait tout ça. Ah oui? J'ai eu tout ça. J'ai été victime de profilage racial, de racisme, de discrimination. Mais aussi, vous avez dit que je suis un gars sincère, un gars transparent et un gars qui va vous dire la vérité. C'est qu'avant le 11 septembre 2001, je ne l'avais pas vraiment vécu. Avant les événements du World Trade Center, je ne l'avais pas vraiment vécu. Après, je l'ai vraiment vécu. Mais le pire, c'est que, puis là je suis très sincère avec vous, j'étais une des personnes, il faut comprendre que mon parcours de carrière, j'ai 30 années de police, dont 5 à Longueuil et 25 au SPVM. Mais quand j'étais dans ma jeunesse comme policier, j'ai fait du profilage racial. Vous avez fait du profilage racial en tant que policier? Profilage racial, profilage social. Est-ce que ça vous était imposé ou bien? Non, je l'ai fait vraiment de manière inconsciente. Okay. Je ne saisissais pas que j'en faisais. Il y avait à cette époque-là le phénomène hip-hop, gang de rue qui avait commencé dans les années 90. Et on m'a dit, à ce moment-là, on me disait, tout ce qui est noir, avec des chaînes en or, avec un rameur, avec la musique rap, c'est un gang de rue. Alors moi, j'allais enquêter tout ce qui était noir dans un hammer et avec des chaînes en or, et je pensais que c'était un gang de rue. Okay. Donc, avant de dire, oui, j'ai été victime, mais il faut faire une introspection importante pour se dire, est-ce que j'en ai fait? Je vous confirme que j'en ai fait. Oui. Inconsciemment. Mais et c'est là qui est très, très important. C'est que j'ai appris. Après ça, je l'ai vécu. Comment vous l'avez vécu? Ah mon Dieu. Dès le 11 septembre, moi je suis d'origine ivoirienne et libanaise, avec mon nom Fadi Daguerre, né à Abidjan. Chaque fois que je passais aux douanes, je disais à mes enfants, papa c'est un VIP. J'allais là, papa est très important, tout le monde veut lui parler. Le douanier me dit, monsieur, de côté. Là les enfants disent, papa t'es important, tout le monde veut te parler. Je dis, oui, oui. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la seconde fouille? C'était pas agréable du tout, c'était humiliant. Puis je ne me sentais pas canadien, je me sentais comme 3e, 4e classe de canadien. Donc j'ai vécu cette humiliation de manière systémique. Donc ça se répétait tout le temps. Puis à chaque fois on me disait, rase-toi, habille-toi bien, sois propre.
Il ne faut surtout pas que tu attires l'attention. Je faisais ça, mais je shakais, je suais. Et pourtant, n'oubliez pas, en 2001, là, ça faisait presque 10 ans, j'étais déjà policier. Puis moi, je tremblais. Imaginez-vous, monsieur et madame, tout le monde, s'ils ne tremblent pas. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup affecté. Puis depuis que ça m'a affecté, puis malheureusement ça a pris ça, ben, j'ai commencé à en faire une cause pour toutes les communautés. Là, c'est devenu pour moi un cheval de bataille d'enlever la discrimination, les préjugés, les stéréotypes, conscients, inconscients. J'ai vraiment un discours très clair, très honnête à tous mes policiers et mes policières, où je leur dis, faites extrêmement attention à ce que vous faites lorsque vous portez l'uniforme, parce que ça peut marquer à vie quelqu'un. Ça peut marquer à vie. Est-ce que c'est une grosse charge d'être aujourd'hui le seul et unique, si je ne me trompe pas, chef de police issu de la diversité dans la province de Québec? Je ne sais pas si c'est au Canada. Non, pas au Canada. Pas au Canada, on reste dans l'agglomération de Longueuil. Restons à Longueuil. Oui, mais même l'agglomération de Longueuil et au Québec. Je suis le seul. Est-ce que c'est une grosse charge? Parfois, oui. Parfois, c'est un avantage. Parfois, c'est une opportunité de porter le drapeau de la communauté ethnique et de dire, regarde, tout est possible. Puis il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui me disent, Monsieur Daguerre, moi, là, quand j'écoute votre histoire, ça me donne de l'espoir. Ça, c'est le bon côté. L'autre côté un peu plus difficile, c'est que souvent, je me sens, avec mon équipe rapprochée quand même, mais je me sens seul. Parce que c'est un drapeau que quand vous êtes en haut de la montagne, il y a du vent. Absolument. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent parer le vent pour vous. Non. Parce que ce n'est pas très populaire, ce que vous essayez de dire. Juste le fait que je vous dis, j'ai fait du profilage racial, c'est pour moi, je mets un genou à terre ou je mets un deuxième genou à terre pour m'excuser. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment faire ça. Mais moi, j'ai zéro ego personnel là-dessus. Je reconnais mes erreurs. Alors oui, parfois c'est lourd, mais parfois c'est un grand avantage. J'aurais une question un tout petit peu brutale. Ouais, on vous a dit dès le début qu'on va avoir une conversation vraiment sincère. Ouais. Et puis il apprécie ça. Hein? Oui, absolument. Vous, actuellement, vous reconnaissez le profilage racial et le racisme systémique? Je reconnais la discrimination systémique. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais on peut... Il y a une nuance. Hein. Pour moi, justement, et là je suis content d'avoir la tribune, moi je m'en fous, racisme systémique, discrimination systémique, puis je ne suis pas politicien, puis je ne suis même pas là-dedans. C'est des guerres de mots. Et ça ce qui m'importe le plus, c'est le systémique. Il faut que vos collaborateurs, vos téléspectateurs comprennent. Un problème systémique est extrêmement dangereux, extrêmement permissible, est extrêmement... fait extrêmement mal à la communauté, l'aspect systémique. Pourquoi je parle de discrimination versus racisme? Ça, c'est l'histoire de Fadi. Quelqu'un viendrait me dire, un Ivoirien ou un Africain, un Congolais, peu importe, Fadi, tu comprends rien, il y a du racisme systémique. Je ne veux pas lui dire, tu n'as pas raison. Tu as probablement raison, parce que toi, tu le vis à ta manière. Alors, jamais je challengerai quelqu'un. À Abidjan, je suis arrivé ici en 85. Je suis né en 68, je suis arrivé en 85 à 17 ans. En 82, je voyais encore des Blancs, des expatriés à Abidjan qui fouettaient les Noirs. À Abidjan. Abidjan. Moi, ce qu'il y avait là, c'est la brutalité du racisme systémique dans certaines communautés. Okay. Et ça, pour moi, ça m'a marqué. C'est le racisme systémique. Pour moi. Pour vous. Quand j'arrive au Québec, systémique. La discrimination systémique, c'est comme le parapluie d'un peu de tout. Essayez d'avoir un Noir ou un Arabe ou un Latino qui essaye d'avoir un appartement. Vous allez voir les chances qu'il va avoir d'avoir un appartement par rapport versus à un Blanc. Essayez d'avoir un Noir ou bien un Arabe avec son nom Mohamed Koulibaly. Essayez d'avoir un job, un CV incroyable, et tu mets le Blanc avec un CV incroyable, et tu vas voir lequel va passer. Enlève les noms. Garde les compétences. Garde juste les compétences, tu vas voir le Koulibaly va passer. Mais quand il va voir le visage arriver, on n'est pas sûr. La femme volée. La femme volée qui va aller avoir un appartement. Quand le propriétaire la voit arriver dans son triplex, il se dit je veux-tu avoir des problèmes avec la communauté musulmane? Ça, pour moi, là, il y a un problème systémique que personne n'adresse. Et c'est profond et c'est dangereux. Donc, et c'est pour ça que je préfère, parce que je trouve que le racisme systémique, c'est important, mais c'est réducteur à la race. Il y a une seule race, c'est la race humaine. Okay? Noir, jaune, orange, on est tous pareils. Mais je trouve ça réducteur parce que, c'est pas que c'est pas important, mais quand on parle
une femme monoparentale québécoise qui essaie d'avoir un appartement, allez voir ça aussi, c'est pas évident. Elle se fait poser des questions, donc c'est le profilage social. Pauvreté, monoparentale, préjugés là-dessus, on ne va pas louer. Ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que je préfère regarder la discrimination systémique au sens large, ou le racisme, et là-dedans. Mais est-ce qu'il est systémique à tout coup? Moi, à Abidjan, je l'ai vécu comme ça, je l'ai vu. Ici, je vois beaucoup plus un problème systémique, mais principalement au niveau de toutes les sphères d'activité, que ce soit au niveau de la pauvreté, au niveau des personnes monoparentales, la santé mentale. Absolument. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup plus de discrimination systémique. Permettez-moi de rebondir dessus, sur cette santé mentale. En fait, on va parler de la triste actualité. On va tout à l'heure parler de l'Ukraine, mais j'aimerais qu'on attaque rapidement ce qui s'est passé il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je pense que vous êtes informé de cette jeune petite fille qui ne demandait qu'à aller à l'école et retourner chez elle avec son petit sac et rentrer chez elle. Et puis une jeune fille de 10 ans, je tais le nom ici pour des raisons qu'on le sait, et qui s'est fait tabasser il y a 3 jours à Montréal et qui a été laissée abandonnée au sol pour vraiment tabasser d'une manière cruelle par un homme. Elle a quel âge? Elle a 10 ans. 11 ans. 11 ans. 11 ans. Merci. Je m'excuse, je n'ai pas suivi celle-là. Oui, elle a 11 ans. Ça fait 3 jours. Exactement. Les médias ont relayé l'information. C'est encore tout frais. Ok. Selon vous, est-ce que c'est un acte lié au problème mental ou plutôt parce que c'était une jeune fille d'origine africaine? Congolaise. Elle a été battue par qui? Par un monsieur qui semble avoir des problèmes mentaux. Ah, de santé mentale. De santé mentale. Ils ont dit qu'il a... Ils ont dit. Il a été dit qu'il agissait par un problème de santé mentale. Mais... mais ça crée... Est-ce que c'est plus non, mais discrimination? Je comprends votre question. Elle est très pertinente parce que vous voyez qu'est-ce que ça fait? Écoutez ce que vous venez de dire, ok? Je ne connais pas l'histoire. Franchement, pourtant, je suis très alerte aux histoires, mais je ne la connais pas celle-là. Mais peu importe. Elle a 11 ans. Elle est africaine. Elle se fait battre par un homme... Est-ce qu'il est blanc? Oui. Ok, par un homme blanc. Les gens disent que c'est la santé mentale. Mais il n'est pas québécois, il faut le mentionner. Ok, ils disent que c'est la santé mentale. Oui. Ok. Ça se peut très bien que c'est la santé mentale. Mais regardez le doute que ça crée chez nous. On se pose la question, oh, attends un peu, c'est pas une question de santé mentale. Ça se peut-tu qu'il l'a attrapé puis l'a frappé parce que c'est noir? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Quand le lien de confiance commence à s'effriter. Pas brisé encore, grâce à Dieu. Faut pas... Non, mais il faut espérer que ça peut... Non, c'est parce que moi, je suis venu ici pour la paix. Et comme Houphouët-Boigny, le président africain, il disait à Abidjan, il disait, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc, il faut qu'on ait un comportement pour changer les choses. Et là, quand je regarde ces histoires-là, je me dis, il faut que ça se démystifie. Parce que si les gens commencent à penser que c'est parce que c'est une jeune noire de 11 ans, elle se fait frapper par un blanc, peu importe que ce soit québécois ou autre, écoute, c'est grave. C'est monstrueux là, comme histoire. C'est scandaleux. Je ne la connais pas l'histoire, mais ça peut être très préoccupant. Mais ce que je dis, c'est qu'on a tellement, le lien de confiance est tellement effrité qu'on commence à penser à... C'est comme moi quand j'allais aux douanes. Là, je dis, mais dis donc, pourquoi tu me cibles tout le temps? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, vous n'êtes pas noir, monsieur Fadi. Non, je suis un arabe. Libanais, puis quand tu me regardes, on dirait un monsieur normal, là. Absolument. Et je me faisais targeter, cibler tout le temps. Et ça m'a créé un doute chez moi. Alors je me rase, je m'habille proprement, je marche les fesses serrées, pour pas qu'on m'interroge. C'est très préoccupant comme attitude que j'ai dû adopter. Toujours dans cette même lancée, qu'est-ce que vous pensez, ou comment vous comptez, quelle est votre politique pour éradiquer cela ici? On va arriver au cœur, pour le moment on est encore en train d'entrer dans le sujet, on va arriver au cœur tout à l'heure. Actuellement, il y a une accélération de la violence juvénile et puis de la violence aussi policière. Je pense au jeune Mamadi Camara, je pense aussi au jeune Nyowimeza, pacifique à Québec, qui a aussi été tabassé gravement et laissé pour... en tout cas, quelle est votre analyse de ça? Parce que ça n'arrête pas. Mais
Ce sont deux situations quand même un peu différentes, mais toujours dans la même communauté africaine. Moi, je vous dirais, ça fait 30 ans que je suis policier. Et là, je viens de signer avec Longueuil pour un autre, ça fait 5 ans, un autre 8 ans. Un autre 8 ans. Moi, je peux vous dire une chose, par expérience. Des meilleurs policiers, des moins bons policiers, peu importe lesquels, dès que vous les mettez en contact avec la diversité, que ce soit la diversité culturelle, minorité visible, ou bien diversité culturelle, ou la minorité marginalisée au niveau de la santé mentale, au niveau de l'itinérance, peu importe. Dès que vous les mettez en lien ensemble et vous leur donnez du temps pour se parler, ça fonctionne extrêmement bien. Le problème qu'on a, c'est que les clans restent à distance. Ils n'ont pas d'occasion, de plateforme, de moment où ils peuvent s'asseoir, se parler face à face comme on fait aujourd'hui. Et ça, tant et aussi longtemps que les policiers vont rester dans les véhicules, les fenêtres fermées à rouler, tant et aussi longtemps que les jeunes de la communauté ou les parents disent à leurs enfants, tu vois le policier là-bas, c'est un cochon. Tu ne lui parles pas. Tu ne peux pas avoir confiance en lui. Et ça, moi j'ai vécu dans plusieurs postes de quartier à Montréal, et où mes confrères citoyens de communautés africaines ou arabes disaient à leurs enfants, en partant là, 4, 5, 6 ans, ils l'éduquaient comme ça. Tu ne parles pas aux policiers là. Tu ne parles jamais aux policiers. Donc, il y a une peur des deux côtés, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Et tantôt, si vous voulez, on pourra en parler. Ma plus grande énergie que je dépense présentement, c'est de réunir les peuples ensemble. Les communautés policières, communautés culturelles, tous ensemble. Monsieur Daguerre, ici, dans la ville de Longueuil, on a plusieurs situations où on vit, on a ce sentiment que le racisme est poussé. Par rapport à Montréal, par exemple, moi, quand je dois parler en termes de comparaison, je dirais, moi je vis à Longueuil depuis longtemps, et c'est ce que je ressens. Quand un policier vous arrête, on sent tout de suite le profilage. Je peux être garé devant l'école de mon enfant, juste le temps que l'enfant descende de la voiture, sans même que je ne sorte de la voiture, versus quelqu'un d'autre qui fait la même chose, le même geste, qui pose le même geste que moi. Je suis arrêté et je reçois une contravention. J'arrive devant le juge, on explique, on donne raison aux policiers. Et du coup, ça me donne, ça réveille en moi ce dégoût de ma police. Et puis, dernièrement, il y a un monsieur, un citoyen de Longueuil qui nous a expliqué les faits à travers l'émission que nous avons faite. Il explique justement que il est allé voir la police pour se plaindre par rapport à une situation qu'il a connue face à un monsieur qui est venu faire des travaux chez lui. Et la police lui répond, ce n'est pas notre affaire, nous on s'arrête à ce niveau, débrouillez-vous pour le reste. Au niveau criminel, oui. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'est l'événement. Alors que le monsieur, en fait, le monsieur a connu une tentative d'enlèvement. Le monsieur vient faire les travaux chez lui et par la suite, ils ne s'entendent pas. Le monsieur, puisqu'il est dans le véhicule du monsieur, le monsieur détourne, il prend une autre direction et le monsieur, par peur, il se jette parce que celui qui est à côté de lui a proféré des menaces en disant « je vais vous amener à un endroit où personne ne pourra vous reconnaître ». Et du coup, le monsieur se lance en plein hiver, hein. Il ouvre la portière, il se jette pour se sauver. Il appelle la police. Et la police fait rien. La police arrive sur les lieux, constate que la carte, les documents de monsieur étaient justement, se sont envolés. Et puis l'argent même qu'il devait remettre à ce travailleur-là était sur place. La police l'accompagne quand même jusque chez lui à la maison. Et il dit, nous, notre mission s'arrête là. Le monsieur était choqué parce que lui, il était dans un sentiment d'insécurité. Il était perturbé, stressé. Sa famille également. Il nous explique au cours d'une émission qu'il est arrivé, et au cours de mon émission, qu'il est arrivé au poste de police pour expliquer les faits. Il n'était même pas écouté, ni lui, ni les enfants. Oh, non. Ni lui, ni les enfants. Moi, je ne pensais pas qu'on allait aller de manière nominative, mais c'est correct. Ce qu'on pourrait faire, c'est premièrement, la personne qui a vécu ça, qui revienne nous voir, parce que
je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là, que les policiers disent que ce n'est pas d'affaires policières. Les policiers disent, en fait, leur intervention s'est arrêtée à un certain niveau. En fait, ma question était... Mais est-ce que les policiers ont pris un rapport? Il semble qu'il avait fait un rapport. Et puis, oui, il avait fait un rapport. Mais maintenant, ma préoccupation est que, est-ce qu'il y a une politique de rapprochement et de proximité entre les policiers et les citoyens qui fasse en sorte que les citoyens se sentent en sécurité, en confiance par rapport à la police? Parce que tout à l'heure, quand vous dites de deux côtés, il y a un effort à fournir. Mais au sein de la police, moi je comprends que la population aussi a un effort à fournir. Mais si la population, déjà dès le départ, reçoit ce genre d'accueil de la part de sa police, est-ce que la population va se fier? Bon, on va recommencer un peu en arrière. Vous avez premièrement là, le pas qui doit être posé pour qui doit faire le premier pas pour aller vers l'autre, c'est la police, pas la communauté. Nous sommes à votre service. Nous là, c'est le citoyen mon client, ok, avant tout. Donc, c'est à moi de faire le premier pas. Je vais donner un exemple très concret. À Longueuil, vous me demandez est-ce qu'il y a une politique ou une philosophie d'approche pour marier les cultures entre la police et la communauté. À Longueuil, vous êtes présentement ici, là, dans le seul corps de police. Pas au Québec, pas au Canada, ni en Amérique du Nord, mais à travers le monde, qui ont créé un stage de programme de développement des compétences interculturelles et des compétences avec la santé mentale et tout, de tous nos policiers. C'est formidable. Mais écoutez ça. 5 semaines, pendant 5 semaines, j'envoie mes policiers sans uniforme, sans armes, vivre dans la communauté et connaître votre réalité à tous les jours. Je donne un exemple. Le prochain immersion, ça c'est le prochain projet d'immersion, je vais vous donner un conseil. Donnez-moi votre nom, votre adresse, puis vous allez devenir une des 70 familles éco-communautaires qui nous ont accueillis chez eux. Et là-dedans, j'ai du Congo, justement, des familles du Congo qui viennent à peine d'arriver. D'ailleurs, dans la presse, il y avait un article juste sur la famille congolaise qu'on a passé soirée, jour, soir, et on a échangé avec eux. Puis, il y a les familles de l'Afrique, il y avait du Maroc, de la Syrie, il y avait des gens des milieux des autistes, il y avait des milieux d'itinérance. Donc, 70 partenaires et familles. Mais qu'est-ce que les policiers ont fait? 5 semaines, là. Tous les matins, je leur donnais, c'était 30 policiers à la fois. Tous les matins, je leur donnais, pendant 5 semaines, une feuille. C'est quoi votre prénom? Miv. M-I-V. Je dis, par exemple, Fadi, tu t'en vas chez Miv aujourd'hui, tu vas passer la journée, la soirée avec elle. Fadi, je m'en vais faire quoi? Va à la maison, et elle va s'occuper de toi. Et moi, je me trimballe partout avec le policier? Oui. À l'épicerie, au coiffeur, à l'école de jeunes autistes, parce que si votre enfant est autiste par hasard, vous allez au Costco ensemble. Puis les policiers ont passé des journées et des soirées avec eux. Savez-vous quoi? Le souper, là, ici dans certaines familles, dans les familles congolaises et les familles marocaines. On va manger le pondo. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé le souper de 6h à 8h le soir. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? À 1h du matin, les policiers, on n'avait pas encore quitté. Tellement ils ont fait ça avec la communauté. Mais moi, ce qui me préoccupe dans votre exemple, c'est si ce genre d'événement-là, vous avez, quand vous avez reçu des billets devant la garderie des enfants, ça, là, ce qui est important, c'est ça créer ce malaise chez vous. Il faut absolument que les policiers, on le sache comme là, puis que j'expose mes policiers à la différence, à l'ethnicité, à la culture différente, pour qu'ils voient qu'est-ce que vous vivez. Dans votre cuisine, là, j'ai dit aux familles, je ne veux pas une famille qui va servir des plats mes policiers. Hein. Vous n'êtes pas à mon service. Je dis à mes policiers, en civil, sans armes, tu vas cuisiner avec madame. Oui. Dans la cuisine. Justement. C'est une première au monde. Justement. Félicitations. Non, mais ça ne va pas régler des cas individuels comme ça que vous mentionnez. Mais ça va définitivement améliorer les relations pendant des années. C'est ouvrir. Une attitude de courtoisie, de respect, de politesse, la proximité.
Merci. Je venais à ça parce que vous avez pris pour votre rôle de chef de police en 2017. Vous êtes arrivé au Canada à 17 ans, avec, on dirait une coïncidence 17-17, avec une intention de modeler, de changer à fond les comportements des policiers. Et ma première question, est-ce que vous croyez vraiment à cette intention? Est-ce que ce n'est pas très grand comme vision? Ça, c'est un. De deux, je venais donc à ça que vous nous donniez, que vous nous expliquiez à ceux qui écoutent aujourd'hui, ce projet qui vous a rendu très célèbre, je vais le dire, vous êtes rendu célèbre dans le monde grâce au projet Immersion et au projet Réseau. Donc, j'aimerais qu'en quelques mots, vous puissiez faire comprendre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi ces deux projets qui ont d'ailleurs fait que vous ayez une prolongation de votre mandat et que vous ayez un salaire qui rend certaines personnes malades aujourd'hui. Un salaire de, on peut le dire, 300 000 $ par an. Alors, on vous écoute. Ça, c'est mon côté libanais. Non, c'est côté africain. Côté africain aussi. Premièrement, est-ce que c'est trop gros? Est-ce que c'est trop ambitieux? Vous savez quoi? J'ai quelques exemples. Martin Luther King, quand il a dit « I have a dream », mais heureusement qu'il avait un rêve. Sinon, on n'aurait pas évolué. Est-ce qu'on est rendu à l'endroit où on veut parfaitement? Non. Peut-être qu'il reste encore du chemin. Mais au moins, he have a dream. J'ai un rêve. Et je suis en train de le réaliser. En rapprochant les policiers de la communauté, au sens large. Puis, sincèrement, l'argent, pas argent, j'aurais jamais renouvelé 8 ans. Parce que c'est pas un travail que j'ai. C'est un mode de vie de fou. Je ne vis pas. Je travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce n'est pas pour l'argent. C'est parce que la ville m'a permis de continuer ma cause. Et je parle d'une cause. Parce que revenons à Martin Luther King, revenons à Mandela, à Gandhi, ces gens-là. Ces gens-là, puis je ne me compare pas à eux, je m'inspire d'eux. Ces gens-là, ils sont... Mandela a fait 28 ans de prison. Il n'a pas battu une personne, là. 28 ans de prison, il sort, et il dit aux Blancs du pays, en apartheid, il rentre à l'hôtel de ville, à l'hôtel l'hôtel du gouvernement, il arrive avec son équipe toute des Noirs, et les Blancs avaient préparé leur boîte pour quitter. Et il leur dit, vous allez où? Il dit, mais non, on s'en va, vous êtes le nouveau pouvoir. Et vous restez. On va travailler tous ensemble, noirs et blancs. Ça, c'est mon inspiration. Quand je vois Mandela qui fait 28 ans de prison, je n'ai pas fait un jour de prison. Puis il fait ça. Donc, tantôt vous me parliez, puis je veux dire aux gens qui sont à l'écran, écoutez bien les mots que je vais vous dire. Pour arriver à faire en sorte qu'on fasse une différence de part et d'autre, ça prend de la patience. Quand je pense à Mandela, à Martin et tous les autres. Ça prend de la patience. Ça prend de la confiance en soi et la confiance dans l'autre. Ça se bâtit les conférelles qui sont en train de grandir au Québec. S'il y a bien un endroit où on peut réussir, c'est ici. Malgré tous les obstacles qu'on peut parler, c'est ici. Puis regardez-moi, je suis un directeur de police, puis je suis une minorité visible, libanaise et ivoirienne. En même temps, on voit des limites, chef. Il y a des limites. Dans le sens que on ne voit pas beaucoup cette minorité visible dans l'exercice des fonctions au sein de l'administration. C'est même quasiment rare. C'est même rare. D'ailleurs, on doit féliciter, on doit lever le chapeau à la nouvelle mairesse de Longueuil parce qu'on a vu des figures noires. Vous avez raison, ils vont dire, oui, mais on n'a pas assez. C'est vrai. Mais commençons. Il faut frapper, il faut frapper fort. Les deux derniers mots, résilience, beaucoup de résilience, et s'il vous plaît, comme Mandela l'a fait, le pardon. Il faut pardonner. Pour le projet Immersion, c'était vraiment mon intention, c'était vraiment de faire connaître aux policiers la communauté et que la communauté connaisse les policiers en revanche. La preuve, dès qu'on a fini le premier Immersion, ça fait 3 fois qu'on le fait 2 fois, la deuxième fois, toutes les familles qui avaient été choisies la première fois ont demandé, s'il vous plaît, on aimerait recevoir à nouveau des policiers. S'il vous plaît, on aimerait recevoir à nouveau des policiers. Donc, et les policiers ont adoré l'expérience. C'est pour ça que je vous dis, quand on enlève l'uniforme, les armures, de part et d'autre, les humains, là, ça fait comme ça. Et Réseau. Réseau, c'est un projet unique aussi, parce que Réseau, c'est quoi?
disons dans le quartier où vous habitez, vous allez voir, il y a une grande publicité présentement sur les policiers réseau. Je vais essayer d'en mettre un peu partout dans l'agglomération de Longueuil. C'est un policier qui va vivre dans la communauté. C'est comme immersion, mais c'est à vie. À vie. Il va rester là, pas d'appel 911, puis il va aller à l'épicerie, il va aller au marché, il va aller dans votre famille. Vous voulez avoir le policier chez vous? Vous l'appelez, il y a un code QR, vous avez son numéro de cellulaire, vous l'appelez. Est-ce que vous travaillez, monsieur Daguerre? Oui, je travaille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez, madame? Est-ce que vous pouvez venir nous voir à la maison? Bien sûr, on se donne rendez-vous demain après-demain. Le policier va se rendre chez vous, sans appel. Là. Et là, vous dites, exemple, écoute, c'est-tu normal? Je me stationne devant la garderie, je me fais donner un billet, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je suis profilé? Ah, il va vérifier, on va questionner. La même chose pour la personne qui a vécu un genre de séquestration. Donc, c'est un travail... de médaille. Lequel? Trop de relations... Trop de rapprochement. De rapprochement qui pourrait créer quelque chose et plus tard entre des relations entre les agents et les personnes qui sont comme coachées et qui pourraient... Non. Quand j'étais à Montréal, quand j'étais à Saint-Michel, au quartier Saint-Michel, j'étais commandant, j'avais des relations extrêmement étroites avec toute la communauté, puis ça ne m'a pas créé de malaise. Tant et aussi longtemps que la communauté saisit que la personne qui est en face de vous est quand même policier, il a un devoir, une responsabilité, et des actions qu'il doit poser s'il y a un acte criminel. Et bien sûr, en parler avec le citoyen, écoutez, si vous allez m'annoncer quelque chose de criminel, moi, il faut que j'agisse. Mais en dehors de ça, au contraire. Est-ce que votre langage auprès de vos policiers passe? Est-ce qu'ils sont en accord avec vous quand vous l'obtenez un langage? Ils doivent être courtois, ils doivent être polis, ils doivent être respectueux envers les citoyens. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils comprennent aussi en même temps le souci que vous avez de travailler sur la discrimination systémique? Mais je pense qu'ils sont conscients, mais ils ne seront jamais assez, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dans une situation concrète et qu'on ne les déstabilise pas dans un moment où ils ont le temps de se faire déstabiliser. Immersion, ils l'ont tout dit. Hein. Et quand ils sont allés en immersion, après les 5 semaines, ils sont sortis de là. Plusieurs d'entre eux sont là. Oh my God, mon Dieu, jamais j'aurais pensé, jamais j'aurais saisi tous ces enjeux-là. Fin. Il dit, monsieur Daguerre, vous auriez pu nous en parler pendant des heures dans une classe, vous n'aurez pas compris. Mais maintenant que vous les mettez dans la cuisine de madame, ou à l'épicerie avec elle, écoutez, il y a des policiers ils étaient dans une épicerie avec une femme voilée. Et la femme, les policiers, bien sûr, en civil, et pas de garde, pas de pistolet, marchent à côté d'elle, ils sont témoins. Ils l'ont regardé, puis à un moment donné, quelqu'un crache sur elle. Oh. Le policier, il n'a rien s'est dit. Il la regarde. Là, la dame le regarde, et tout ça, ça m'arrive très souvent. Le policier n'aurait jamais vu ça. C'est incroyable. Ici, ça lui a donné la chair de poule. Il voulait sauter sur l'individu. On lui dit, tu ne bouges pas. Tu vas te retenir, parce qu'il faut que tu apprennes. Tu vois la même voler? Voilà qu'est-ce qu'elle peut vivre. Ou il y avait un événement au Costco avec une dame, son enfant était autiste, puis l'enfant, il marchait avec elle, il avait 12 ans, 11-12 ans, puis il s'est désorganisé en plein dans le Costco. Les policiers étaient à côté, elle vient pour le contrôler, la population autour. Contrôle ton esti d'enfant, jugement. Les policiers arrivaient ça, tu vois, les jugements sur les jeunes de santé mentale, fais très attention. Ouais. Ma question maintenant, on va un peu s'éloigner pour quelques secondes. Parce que c'est l'actualité. On ne peut pas ne pas parler de l'actualité aussi. L'actualité internationale, la question de l'Ukraine. En tant qu'homme, quel est votre sentiment? En tant que chef, on sait que vous avez souvent des idées très novatrices. Si on vous demandait, si on disait, chef, aujourd'hui, tous les présidents sont assis là, c'est vous qui qui devez émettre une idée pour apporter comme soit une accalmie, soit un règlement peut-être à court moyen terme. Qu'est-ce que... Bon, c'est une question très difficile parce qu'un chef de police, avec son uniforme, doit faire preuve de neutralité. Parce que je dessers autant la population ukrainienne que la population russe. Et si la communauté russe me voit arriver sur un des appels et voit que médiatiquement je me suis totalement mis de manière partiale avec la communauté ukrainienne, ça crée un doute. Là, ils vont me regarder et me dire, vous, le policier, vous n'êtes pas supposé être neutre, vous autres?
Vous n'êtes pas supposé être neutre pour tout le monde. Donc c'est très difficile. Par contre, ce qui est arrivé récemment, un de mes policiers retraités, et c'était la semaine dernière, a fait une levée de fonds pour l'Ukraine. Il était un policier retraité. Et il m'a demandé, M. Daguerre, pourriez-vous collaborer à un aspect humaniste? Sur l'aspect de l'humanisme, là j'ai collaboré. Ça aurait été arrivé en Russie, au Congo, à Abidjan, j'aurais collaboré sur un volet humanisme. Mais c'est difficile pour un chef de police. Si vous saviez qu'est-ce que j'aimerais faire, Fadi l'individu, je ne pourrais pas vous le dire. Je suis un chef de police, malheureusement, ou heureusement, mais j'aimerais tellement faire pour tout le monde qui vit la discrimination ou des événements aussi horribles qu'on voit présentement en Ukraine. En Afrique, j'ai plein de pays qui le vivent. En Moyen-Orient, j'en ai plein qui le vivent. Alors, ce seraient toutes des causes que j'aimerais marier. Mais en tant que chef, il faut que je garde une certaine neutralité. Et je ne peux pas me permettre de partialité dans ce genre de conflit-là. Absolument. C'est difficile. C'est très difficile parce que le cœur de Fadi, il ne dit pas la même chose. Hein. Surtout que Fadi, il a déjà été un agent double. Oui. Est-ce qu'en tant qu'agent double, quel est l'acte le plus dangereux que vous avez commis et qui vous a peut-être coûté la vie? Ben, il y en a un où j'étais dans un crack house de crack à Notre-Dame-de-Grâce et avec pour notre chère Grâce, la mairesse, la nouvelle mairesse noire. Elle est à Côte-des-Neiges. Effectivement. Les deux? Ah, ok, d'accord. Mais dans ce temps-là, c'était coin Giroir et Sherbrooke, dans un haut de l'immeuble. Et le monsieur voulait absolument que je consomme le crack. Puis moi, je suis un agent double, je consomme pas. Puis on s'est disputé farouchement. Et j'ai vu la porte de la cuisine qui donnait de la porte sur les balcons des escaliers de secours. Et là, on a sorti nos armes respectives. Et là, j'ai vu que c'était terminé. Et j'ai couru, sauté, sans savoir. Personne n'a réussi à tirer. Sans savoir où je tombais, puis je suis tombé du 3e étage. Wow. Dans un état pas facile pour moi après. Un pied cassé, j'ai encore des souvenirs. Ouais. Ça alors. Permettez, quelle est votre relation, quelles sont vos relations avec vos collègues chefs de police? Par exemple, je prendrais rapidement le chef Turcotte de Québec. Oui, Turcotte, oui. Quelles sont vos relations très avec bonnes. les chefs de police? J'ai des bonnes relations avec tous les chefs de police. On a des relations très cordiales. Ma question n'est pas anodine. Oui, oui. Je vous vois venir. Le projet réseau et le projet immersion, dans quelle mesure vous ne pourriez pas collaborer ou alors faire transplanter ça dans d'autres provinces, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé dans vos discussions? On doit vous payer des droits? Non. Premièrement, je suis très ouvert, je donne tous mes documents, le mémoire qu'on a écrit sur la police de concertation, le mémoire, toutes les approches qu'on a mis de l'avant, toute l'innovation. Je suis un livre ouvert, je donne tous mes documents. Maintenant, comment les gens s'en servent par la suite, ça leur appartient. Par contre, la bonne nouvelle, immersion, on fait des petits un peu partout. Dans le dernier immersion qu'on a fait à Longueuil, on a reçu les policiers de SPVM, les policiers de la Sûreté du Québec et les policiers de Repentigny. Ils sont venus passer 5 semaines avec nous. Donc, et tout récemment, je suis invité encore une fois à la rencontre de l'Association des chefs de police du Québec, ainsi qu'au mois d'août, celle du Canada, pour justement parler d'immersion et de réseau, pour voir si des gens ont les intérêts à les implanter chez eux. Puis honnêtement, il y a beaucoup d'intérêt. Maintenant, à quelle vitesse qu'ils vont le faire, à quel rythme, moi je suis totalement ouvert à multiplier les projets comme immersion et réseau ailleurs. D'ailleurs, la ministre Guilbeault, la ministre de la Sécurité... Elle a dit que vous étiez la personne idéale pour implanter ça. Bon, j'ai lu ça. Je sais pas Comment si vous avez reçu cette flatterie de la ministre Guilbeault? Je ne sais pas si je suis l'idéal, je pense que j'ai une équipe... En tout cas, ce sont ses mots. Mais j'ai une équipe idéale. J'ai une équipe idéale qui va le faire avec moi et qui le fait déjà. Et je vous dirais que les 3 premières recommandations, parce qu'elle a fait une réforme policière avec un comité consultatif, ils ont rencontré toutes les corps de police au Québec. Sur 130 recommandations, les 3 premières, sont toutes la police de concertation, c'est chez nous. Donc, elle a investi 3,6 millions et Mme Fournier a investi 3,6 millions. Donc, Longueuil, le Québec,
ils croient, ils veulent voir des résultats. Et dans quelques semaines, Mme Maguilbeau revient sur le terrain pour constater, voir, ça fonctionne-tu cette approche-là. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle en pense. Pendant que je vous tiens. Pas pour longtemps, parce qu'il va rester quelques minutes. Là, on a encore peut-être 10 minutes maximum ou 5. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, vous nous accordez. Oui, et ensuite, on aura terminé. Vous savez, nous sommes le média de la diversité et de l'inclusion et du vivre ensemble. Quelle est votre ouverture à collaborer avec le média de la diversité? Mon Dieu, invitez-moi, je vais être là. Mais pas seulement inviter, collaborer à ce qu'elle grandisse, qu'elle devienne plus grande, qu'elle puisse vraiment prendre sa place, parce que pour le moment, il y a vraiment pas... Il y a beaucoup de demandes, mais on a besoin de soutien et d'accompagnement aussi pour pouvoir prendre sa place, s'implanter. En fait, on sent cette limite médiatique lorsque on veut, par exemple, divulguer davantage des informations de la communauté. Parce que quand on parle de la police de proximité, il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a une communauté qui suit, par exemple, les informations et qui aimerait savoir connaître davantage sur cette police. Mais lorsqu'on approche, par exemple, la police, on approche des autorités, on approche ceux qui ont cette information, il y a cette fermeture. Non. Donc, cette proximité n'est pas... Bon, on est devant le temps. On est en gros là, parce que ce serait bien d'avoir... On est live. Oui, bon. Ce serait bien aussi d'avoir de temps en temps faites-moi plaisir. promos de la ville dans vous avez vu des annonces dans notre... dans nos plateformes, vous avez vu... Ok, c'est parce que je fais attention à l'angle. Moi, je ne peux pas, comme service de police, promouvoir une organisation plus qu'une autre. Moi, j'ai un devoir de neutralité. Par contre, ce que je m'engage devant tout le monde, vous avez vu, le SPAL, la police de Longueuil, on est présent un peu partout dans les médias. Absolument. Dans les sorties médiatiques que nous allons faire, dans les grandes sorties médiatiques que nous allons faire prochainement, dès qu'il y en a, mon équipe de communication va communiquer avec vous. Mais je vais vous dire une chose. Dites-moi pas absolument, parce que je connais. Quand je vais vous appeler et je vais vous dire, demain, à 16h, on sort. Soyez prêts. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est que nous, souvent, c'est des événements qui arrivent 48 heures, 72 heures à l'avance, et on sait qu'on va faire une grosse sortie médiatique. On va vous inviter. Tout ce que vous avez à faire, c'est être présent. Et plus vous allez être divulgué ce que le SPAL fait, plus votre organisme va être reconnu, connu, et plus les instances gouvernementales vont le respecter. Alors moi, ce que je vous offre, c'est la vitrine, de nous couvrir. À partir de là, je ne peux pas, par contre, je peux vous ouvrir toutes les portes à Longueuil avec nos politiciens, nos politiciennes, afin que vous soyez inclus. Donc là, je sais que Mme Affine est en train de développer toute l'approche de la diversité, le racisme et tout, au niveau de l'interculturel, mais que votre média soit inclus dans les démarches de la ville, avec Mme Affine, et moi je trouve ça de très 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 prometteur et salutaire. Et ça va me faire plaisir de vous faire rencontrer. Nous on est d'accord, hein. On a toujours été d'accord d'ailleurs. On a fourni beaucoup d'efforts pour aller vers ces instances, pour divulguer l'information. Oui. Mais les portes nous ont toujours été fermées. Ah oui. Ouais, les portes nous ont toujours été fermées. Et puis, même nos enfants, les enfants vont poser la question par rapport à la police. Si nous disons, oui, cette police est ouverte, et que concrètement, nous ne voyons pas cette ouverture, nous donnons quelle réponse? C'est vrai que j'ai appris ça. Chaque petit échec fera extrêmement mal, mais chaque petit succès fera du bien. Mais je réitère mon offre. Okay. Non, on le prend. Je réitère deux offres. L'offre que je vous invite lors des sorties médiatiques, mais je réitère l'offre que je vous ai faite. Vous êtes une de mes citoyennes à Longueuil. Oui. Donc, je vais vouloir prendre vos coordonnées, et si vous décidez d'être une des familles à recevoir des policiers chez vous, mais ça va nous faire grandement plaisir durant l'immersion à l'automne, d'aller manger avec vous, mais surtout aller apprendre vos préoccupations, discuter avec les enfants. Avez-vous des enfants? Oui. Discuter avec les enfants, s'asseoir avec eux autres, échanger avec eux. Vous allez voir comment ça va changer l'image de part et d'autre. Mais mon problème, avec tout ce que je vous dis là, puis je vais être très franc, est-ce que ça va éviter tout événement malheureux tout le temps? Non. Mais plus je vais faire cette ouverture. Voilà, plus je vais faire des mariages, plus les policiers vont mieux vous connaître, plus vous allez mieux les connaître. Et à un moment donné, dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, on va dire, oh, ça a réellement changé. Ça prend du temps. Parce que quand je parle de patience, ça prend beaucoup de temps. Mon avant-dernière question. Mais merci. Une dernière chose. Immersion, là, que des policiers enlèvent leur uniforme
et leurs armes pendant 5 semaines et ils vivent dans votre maison avec vous, jour et soir. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. Et c'est des policiers volontaires. J'avais 230, 240 comme capacité de pouvoir recevoir. J'ai eu 108 volontaires. Mais c'est du jamais vu, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est une expérience extraordinaire. C'est extraordinaire, extraordinaire, pour de part et d'autre. Oui. Si on vous demande... Mais merci, hein. Permets-moi de remercier le chef par rapport à cette opportunité qu'il nous donne d'être présent sur le plan médiatique et de passer l'information. D'ailleurs, ça va être un grand pas pour notre communauté afro, parce que la communauté ne se sent pas incluse dans ce qui se passe auprès de la ville, auprès de la communauté. Et puis la police, la ville est distante par rapport à cette communauté. Donc ça, c'est une occasion pour nous, pour les médias, nous serons l'intermédiaire entre justement les citoyens et cette police. Absolument. C'est aussi notre rôle. Oui. Un bilan des 5, ça fait 5 années que vous avez 5 ans. Un bilan Le bilan, je pourrais vous dire, l'amorce du changement de culture, de l'adaptation à la nouvelle culture qu'on veut mettre en place, comme immersion et réseau, ces approches-là, fonctionnent bien. Je vous dirais qu'il y a encore beaucoup à faire. Un de mes prochaines étapes très importantes, ça va être de préparer la relève pour un jour quelqu'un prendre ma place, d'instaurer un bon climat de travail à l'interne, mais un climat avec la population, de continuer. Et aussi, je vous dirais, de pouvoir amener des changements plus en profondeur avec la communauté au sens large. Donc que la communauté sente avec le programme réseau que la police et la population et la police. Vraiment un mariage. Donc je me donne quelques années encore en avant. Le bilan est quand même positif, mais il n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a plusieurs années devant nous. Je ne sais pas combien d'années je vais réussir à tenir, parce que c'est quand même difficile. Vous avez des enjeux? Lesquels? Ben, je veux dire, il y a des difficultés, oui, à tenir. Ah, c'est parce qu'à un moment donné, c'est la santé. La santé va très bien, grâce à Dieu. Je fais beaucoup de sport encore. Mais c'est parce que ça prend une énergie. 53 ans. Il faut travailler, là. 53 ans, c'est jeune. C'est jeune, oui. C'est vrai que c'est jeune, mais comme chef de police. Oui, c'est très engageant. Après 5 ans, en général, on arrête. Je suis un des rares au Québec qui a renouvelé 8 ans de plus. Sinon, le seul. Donc ça prend beaucoup d'énergie, c'est juste ça. Oui, c'est vrai, c'est épuisant. Alors pour terminer, un conseil, un message à tous ceux qui sont dans des personnes à diversité, qui voudraient être comme vous un jour, qui aimeraient atteindre le niveau, et qu'est-ce que vous faites pour qu'ils puissent atteindre ce niveau? Un dernier message. Je vous ai parlé de 5 mots, la confiance, la patience, le courage, la résilience et le pardon. Ça a l'air d'être des mots très légers, mais prenez-les en note, écrivez-les, parce que je suis convaincu, j'ai 3 enfants aussi dans la vingtaine, je suis convaincu qu'au Québec, on a des opportunités pour réussir. Est-ce que ça va être difficile? Absolument. Est-ce qu'il y aura des obstacles? Absolument. Mais il y a des gens qui vont vous accueillir, il y a des gens qui vont vous donner une chance. Moi, j'ai eu quelques mentors, quelques coachs qui ont fait la différence dans ma vie et qui m'ont amené à devenir directeur. Puis franchement, pour les jeunes qui nous écoutent, là, j'ai été congédié de 2 écoles primaires. J'ai dû être discipliné dans une école de jésuites des frères, tellement j'étais turbulent. À l'école, je n'étais pas bon. J'avais beaucoup de difficultés. Et regardez aujourd'hui, j'ai une maîtrise, je suis directeur de police, et je viens de renouveler 8 ans, puis je suis une minorité visible. Le petit Fadi qui est arrivé à 17 ans, jamais il n'aurait pensé avoir cette réussite-là. Et ce n'est pas parce que j'ai eu des cadeaux, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais on persévère, on persévère. S'il vous plaît, croyez en vous. Croyez en ce que vos parents vous ont donné comme éducation et les valeurs qu'ils vous ont donné, la culture qu'ils vous ont donné, puis croyez beaucoup en vous. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Je suis très touchée par ces mots, hein, et puis ça c'est un parcours qui semble être atypique, mais un parcours réalisable. C'est-à-dire que ça c'est l'espoir que vous venez de donner aux jeunes. Moi, je remercie Diaspora Interaction de m'avoir associé. Je fais partie de Diaspora Interaction, mais c'est un plaisir quand même d'accompagner mon boss pour cette entrevue et puis que vous puissiez nous recevoir justement pour que nous puissions
transmettre à la population ce message profond que vous venez de transmettre. Moi, je m'allie à ce message et pour donner espoir à nos enfants qui grandissent, parce que c'est l'espoir de demain. Et je suis très touchée d'entendre que vous préparez la relève. Oui. Je crois que c'est un message fort que vous lancez pour que le travail soit assuré pour l'avenir. Oui, c'est une de mes grandes préoccupations. Alors, voilà, chers auditeurs, vous l'avez écouté, on était avec le chef de police de l'agglomération de Longueuil, le seul chef de police issu de la diversité des communautés culturelles dans la province de Québec, le chef de police qui a le rêve de transformer profondément dans ses racines, dans ses entrailles même, les valeurs et la façon de travailler de la police. Le chef de police d'ailleurs qui a aujourd'hui accepté et de travailler avec Diaspora Interaction, votre média. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en tire? On en tire tout simplement que tout rêve est réalisable. Restez concentrés et croyez en vous. Merci beaucoup, chef Daguerre. Grandement plaisir. Merci. Un réel plaisir